État d'urgence décrété en Afrique du Sud où les émeutes noires prennent une dimension inquiétante. Tempête sur les monnaies européennes à la suite de la chute de la lire, peut-être des réajustements à l'horizon. Italie, le bilan de la catastrophe d'hier s'aggrave encore, au moins 150 morts. Tour de France, Hinault conserve son maillot jaune à la veille de l'arrivée, mais c'est Lemon qui a gagné l'avant-dernière étape. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fièvre monte en Afrique du Sud. Les émeutes se multiplient depuis plus d'une semaine dans les ghettos noirs. Elles ont fait plus de 10 morts ces derniers jours. Et le gouvernement sud-africain réplique aujourd'hui en instituant l'état d'urgence dans 36 districts du pays. Il n'est pas sûr que cette décision puisse rompre l'escalade de violence qui est engagée, et les images épouvantables que nous avons reçues aujourd'hui d'Afrique du Sud montrent justement à quel point la haine s'est emparée des esprits. Memona Afedje-Interman. Malheur ici à quiconque serait soupçonné d'aider les autorités sud-africaines. Cette femme noire, jetée à terre, brûlée, battue, connaît la cruauté d'un châtiment sans pitié réservé aux traîtres. L'épuration, l'expiation sans pardon. A-t-elle renseigné la police, aimé un blanc? Elle doit mourir. Pour ses semblables, c'est une collabo jetée à la foule en délire. Cette scène s'est passée ce matin. Au même moment, les habitants de Cradock, à l'est de la province du Cap, enterraient 4 leaders noirs assassinés mystérieusement. Plus de 50 000 personnes étaient là, y compris les responsables de l'UDF, le rassemblement anti-apartheid. Pour quelles raisons veulent-ils cacher les choses, dit ce militant de l'UDF. Ils veulent cacher l'état de panique. Si vous me tuez, vous aurez encore plus d'ennemis. Et quand vous me tuez, lance-t-il à la police, ma famille devient votre ennemi. Mes amis deviennent vos ennemis et les amis de mes amis sont vos ennemis. Aujourd'hui, les gens de ce pays sont les ennemis de cet État. Pour la première fois, le drapeau rouge du Parti communiste interdit flottait à côté des bannières de l'ANC, le Congrès national africain interdit aussi. Des diplomates occidentaux, des Français notamment, étaient présents. En vertu de l'état d'urgence étendu à 36 districts, la police, qui avait déjà des pouvoirs très grands, pourra arrêter n'importe qui, le mettre en détention préventive pendant 2 semaines. Et les forces de sécurité ne pourront être traduites en justice pour leurs actes pendant l'état d'urgence. Le but, ramener l'ordre. Mais est-ce encore temps, quand le radicalisme des jeunes, leur jusqu'au-boutisme, les ont conduits à une attitude de rupture? Ces jeunes n'entendent même plus les consignes de modération des organisations religieuses anti-apartheid. Comme s'ils voulaient affirmer leur identité en retournant l'idée de développement séparé. Ils rejettent toute perspective de collaboration avec le pouvoir blanc. Est-ce le point de non-retour? Un vent de tempête souffle sur les monnaies européennes et il semble qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de le calmer. Le comité monétaire européen, qui regroupe les experts de la communauté, est réuni en ce moment à Bâle pour préparer une éventuelle réunion des ministres des Finances qui pourrait avoir lieu demain à Bruxelles. À l'origine de tout ce remue-ménage, la chute de la lire italienne qui fragilise l'ensemble des monnaies. Pierre-Yves Calizot. Entamée vers 15h30 cet après-midi, la réunion du Comité monétaire européen se poursuit toujours ce soir au siège de la Banque des règlements internationaux à Bâle. Travaux qui se déroulent à huis clos et au cours desquels directeur du Trésor et numéro 2 des banques centrales de la communauté discutent du souhait du gouvernement italien de dévaluer sa monnaie. Hier en effet, en quelques heures, la monnaie italienne a perdu près de 20% de sa valeur. Le président du Conseil italien, Bettino Craxi, a exigé une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances précises de cet effondrement de la lire. Des rumeurs font état d'une erreur technique de la Banque d'Italie. Mais personne ne cache que les autorités souhaitaient dévaluer depuis longtemps déjà. La longueur exceptionnelle de cette réunion des hauts fonctionnaires des pays européens démontre que les discussions restent plus difficiles que prévu. Aucune information n'a encore filtré, mais 3 possibilités restent offertes. Dévaluation de la lire, réajustement des autres monnaies au sein du SME, système monétaire européen, ou, mais c'est peu probable, la sortie de la lire du SME. C'est en tout cas au ministre des Finances de décider à partir des recommandations du comité monétaire. Et pour cela, il pourrait se réunir demain à Bruxelles.
Alors, il n'est sûrement pas inutile, pour comprendre les enjeux que l'on discute en ce moment, de revenir sur le fonctionnement du SME, le système monétaire européen mis en place par 8 pays de la communauté pour faire front commun dans la guerre des monnaies. Hélène Erlinsen. Août 71, le président Nixon décide de suspendre la convertibilité du dollar. L'Europe s'aperçoit alors des dangers d'un alignement systématique de ses devises sur le dollar. Alors, en 72, à Bâle, elle crée le serpent monétaire européen. 6 ans plus tard, elle se dote d'une monnaie d'échange intra- et extra-européenne, l'écu. Ainsi, les monnaies de la CEE, sauf celles de la Grande-Bretagne et de la Grèce, sont liées entre elles par leur parité. Parité qui ne peuvent varier de plus ou de moins de 2,25% et de 6% pour l'Italie. Ainsi, grâce à ce système, l'Europe représente enfin une zone monétaire stable par rapport au dollar. Mais faire partie du SME n'est pas toujours facile. Janvier 74, après la crise pétrolière, la France, pour plusieurs mois, se retire du système. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Italie, car de facto, la monnaie italienne est sortie vendredi du SME en perdant 20% de sa valeur. Aussi, l'Italie demande-t-elle une dévaluation de la lire et un réajustement à l'intérieur du SME, condition sine qua non pour y rester. Alors, Claude Guénaud, la question que se posent égoïstement les Français dans toute cette affaire, c'est de savoir si le franc va être dévalué. Bien, c'est en effet la question qui se pose ce soir. Est-ce que la lire italienne va dévaluer seule, ou est-ce que cette dévaluation va entraîner un réajustement de toutes les monnaies? Eh bien, tout dépendra de l'importance de cette dévaluation, si elle est forte ou si elle est faible. La France est contre une dévaluation trop forte de la lire italienne, parce que cette dévaluation aurait des aspects négatifs pour la France. Cela pénaliserait nos exportations. Nos produits seraient plus chers en Italie, alors que les produits italiens seraient moins chers en Europe. Et ce n'est pas l'instant, étant donné que la balance du commerce extérieur français commence juste à s'améliorer. Donc, s'il n'y a pas d'accord demain à Bâle sur une dévaluation limitée de la lire italienne, eh bien, dans ce cas, il faudra ajuster toutes les monnaies de ce système, réévaluer les plus fortes, c'est-à-dire le Deutschmark et le florin, et si ce n'est pas suffisant, d'évaluer légèrement le franc et quelques autres monnaies européennes. Certaines monteraient, d'autres descendraient. Le Premier ministre Laurent Fabius a dit même plusieurs fois tout récemment qu'il n'était pas du tout favorable à une dévaluation du franc. Effectivement, parce que cette dévaluation n'est pas un impératif pour la France actuellement. La France n'est pas l'Italie, le franc est en bonne santé, la balance commerciale tend à s'améliorer, les réserves de la Banque de France sont conséquentes et l'inflation se ralentit. Donc pour Laurent Fabius, l'instant n'est pas venu de dévaluer. Mais il faut savoir également que parallèlement, depuis 28 mois, les parités entre les différentes monnaies européennes n'ont pas changé. Il y a une certaine stabilité. Mais dans le même temps, l'inflation, elle est différente. Elle est beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne. Ce qui fait qu'au fil du temps, les industriels français se trouvent pénalisés. Ils ont beaucoup plus de mal à vendre leurs produits en Allemagne. Donc une réévaluation du mark conjuguée à une légère dévaluation du franc n'aurait pas que des aspects négatifs. Au contraire, cela pourrait améliorer notre compétitivité sur ce marché. Mais bien sûr, la dévaluation, on le sait, est un tabou, elle a toujours un caractère dramatique, surtout à l'approche des élections. C'est ce qui fait peut-être que le gouvernement français est réservé quant à cette dévaluation, mais il semble qu'on va y échapper puisque les choses s'arrangent probablement à Bâle, sauf bien sûr rebondissement. En tout cas, on sera fixé dans les heures qui viennent puisque la réunion entre les experts, donc, je vous le rappelle, se poursuit en ce moment. Manifestation antiraciste à Marignane, près de Marseille, cet après-midi. Un millier de personnes se sont rassemblées pour protester contre le meurtre d'un Algérien dimanche dernier. Il a été tué d'une balle tirée à bout portant pendant le feu d'artifice du 14 juillet. Les manifestants tout à l'heure se sont un peu accrochés avec la police parce qu'ils voulaient pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport qui leur avait été interdit. En Italie, le torrent de boue qui a envahi hier la vallée de Tesero dans les Dolomites a fait au moins 150 morts. Le bilan n'est pas encore définitif puisque 44 personnes sont encore portées disparues. Hélène Rizacher. Pour la seconde fois, les sauveteurs s'apprêtent à passer la nuit à fouiller la boue grise. Mais ils n'en retirent plus désormais que des corps sans vie. C'est désespérant. Les gens ont été déchiquetés par la violence du torrent boueux, a dit l'un d'eux. Sur les 150 victimes retrouvées, seules 60 ont pu être identifiées. Officiellement, 44 personnes sont encore portées disparues. Mais le nombre exact est impossible à définir car les registres des 3 hôtels engloutis n'ont pas tous été retrouvés. Dans ce cadre lunaire, aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Il y avait des infiltrations d'eau. Nous avons vu des coulées de boue cet hiver après les fortes chutes de neige. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs habitants de la région.
L'entretien du bassin laissait à désirer, révèle l'un des ouvriers de la firme chimique Préalpi Minerale qui possédait cette digue depuis 4 ans. Le barrage de Tesero a été construit il y a 20 ans. Une telle digue de terre battue, compactée, peut résister longtemps, à condition d'être très régulièrement surveillée. La presse italienne de ce matin parle de négligence. 300 morts pour une petite spéculation, titre le quotidien Reporter. Et pour le président de la République, Francesco Cossiga lui-même, ce drame n'est pas un simple accident du destin. Il s'est engagé à rechercher et poursuivre les responsables de ce désastre. 10 jours avant la catastrophe, la mairie de Tesero avait accordé l'autorisation d'élargir le bassin de décantation. Et ce, malgré les protestations des écologistes, mais avec l'accord du département minier de la province. Ronald Reagan est rentré à la Maison Blanche bien sûr. Une semaine, jour pour jour après son opération, le président américain a quitté l'hôpital aujourd'hui sous les acclamations du personnel. Il est aussi bon que s'il était tout neuf, a dit ce matin un médecin qui a examiné le président avant son départ. Ronald Reagan reprendra maintenant progressivement ses activités si le Congrès, a-t-il dit aujourd'hui, n'arrive pas à faire les coupures nécessaires dans les dépenses. J'y enverrai un des excellents chirurgiens de cet hôpital pour jouer du bistouri. Les jeunes Français se passionnent pour l'aventure spatiale, à tel point qu'on a créé pour eux un festival d'aviation et d'astronautique qui vient de commencer à Méribel, en Savoie. Ils pourront y rencontrer Patrick Baudry, discuter avec lui, et bien d'autres astronautes et pilotes de chasse seront également de la fête. Et dans ce festival, les jeunes vont également construire et lancer des fusées. Daniel Durandet. Sous les ordres d'un astronaute professionnel, Grégory Chetaille, 10 ans, va lancer sa première fusée. Une aventure qui ne va durer qu'une vingtaine de secondes, mais au cours desquelles vont se bousculer pêle-mêle dans sa mémoire les images vues à la télévision de Cap Canaveral, de la navette, de Kourou ou d'Ariane. Pour Karine, 11 ans, ou pour Anne-Laure, ce sera ce même rêve fugace de pouvoir, le temps des vacances, tenter de faire presque aussi bien que les grands. Tout est prêt pour le tir tout à l'heure? J'espère, oui. Il n'y a aucune raison pourquoi elle ne marcherait pas. Tu as un petit doute, quelque chose qui te chagrine? Je sais pas, non, mais c'est rien qu'à voir les autres fusées qui n'ont pas des coliques. Pour accéder à ce beau rêve, les 120 enfants du stage fusée qui a lieu actuellement à Méribel en Savoie devront d'abord dessiner puis construire leur propre lanceur. On apprend ici à ces adolescents de 8 à 17 ans à profiler un aileron ou à bien placer le centre de gravité de leur fusée. Avec tout au bout de ces heures de travail, la joie d'avoir construit une fusée qui montera très haut. Alors l'espace est une chose qui les passionne, les fusées bien sûr, et on leur donne l'occasion donc de construire eux-mêmes leurs fusées, de les faire partir eux-mêmes, et c'est surtout que ça va les stimuler et leur permettre d'avoir une orientation professionnelle dans l'avenir qui sera forcément très, très orientée. On va faire sûrement dans ces jeunes des jeunes passionnés qui vont s'orienter vers des carrières d'ingénieurs. Si le but du CNES et de Matra, qui organise ces stages, est bien sûr de susciter des vocations, c'est aussi de leur faire prendre conscience du formidable enjeu que représente l'espace pour leur génération. Les stages de construction de fusées sont très populaires aux États-Unis et par exemple, au Centre spatial de Houston où je travaille, nous avons un club. Il n'y a pas de semaine sans qu'il y ait un lancement de fusée. Il y a même 1 ou 2 astronautes à la NASA qui lancent leur propre maquette. Tour de France, avant l'arrivée demain sur les Champs-Élysées, les coureurs affrontaient aujourd'hui la dernière étape difficile, un contre-la-montre de 45 km. C'est l'épreuve favorite de Bernard Hinault et pourtant il s'est fait souffler la première place par l'Américain Greg LeMond. Consolation tout de même, ils font partie de la même équipe. Cela dit, Hinault a toujours le maillot jaune et sauf accident, il devrait le conserver jusqu'à Paris. Michel Drey. Bernard Hinault lève le bras de son vainqueur du jour, Greg LeMond. C'est une passation de pouvoir pour la saison prochaine entre deux champions qui n'ont pu véritablement s'affronter dans ce Tour de France qu'à l'occasion d'étapes contre la montre. Aujourd'hui, Greg LeMond est le plus fort. Regardez, au ralenti, cette impression de puissance. Ce n'est qu'à partir du 40e kilomètre à 5 km de l'arrivée que LeMond passe en tête de l'épreuve avec 10 secondes d'avance sur Bernard Hinault. La fin de course est très difficile, mais l'Américain est à l'aise sur ce parcours très technique. 1 heure, 2 minutes, 51 secondes, plus de 43 km de moyenne horaire et la première victoire d'un Américain dans le Tour de France.
Bernard Hinault dans les 300 derniers mètres, un sprint pour essayer de reprendre un peu de temps à son coéquipier. Dans les 3 derniers kilomètres, Hinault grignote 5 secondes. Ce n'est pas suffisant, il en manque encore 5 pour battre Lehmann. 3e Anderson, 4e Kelly, 5e Stephen Roche qui s'est effondré en fin de course. Et un grand sourire de Bernard Hinault avant les Champs-Élysées. Sport automobile, Keke Rosberg sera en première ligne demain pour le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Après lui, Nelson Piquet et le Français Alain Prost. Toujours plus vite, c'est la devise de Keke Rosberg. Sa Williams Honda a encore réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essai. 258 km de moyenne horaire, frisson garanti sur le circuit de Silverstone. Il sera en première position sur la grille de départ avec à ses côtés Nelson Piquet. Ça va mieux pour le Brésilien depuis quelque temps. Même si sa monoplace a des problèmes dans les virages, Piquet et sa Brabham espèrent bien confirmer le succès obtenu il y a 15 jours au Castellet. Chez Renault, la situation paraît moins favorable. 12e et 14e chrono pour Warwick et Tambay. De plus, des bruits pessimistes circulent sur l'avenir de Renault en Formule 1. 3e temps pour Alain Prost et sa McLaren. Prost a dû changer de monoplace, une monoplace qui manquait visiblement de puissance. Mais le Français compte bien marquer des points pour le championnat du monde. Chez Ligier, on note un léger mieux avec le 7e temps de De Césaris. Le festival d'Aix-en-Provence a fait un accueil triomphal à Claude Goretta. C'est la première fois que l'on confiait à un réalisateur de cinéma la mise en scène d'un opéra. Pour ce festival prestigieux, il a monté l'Orfeo de Monteverdi, dont il a fait également du reste un film avec la même distribution. Le reportage de Pierre Dangas. Le jeune baryton italo-canadien Gino Quilico était déjà en mars dernier l'Orfeo du film tourné par Claude Goretta. 6 semaines de tournage pour cette coproduction internationale pilotée par Gaumont et un vrai pari aussi, celui de porter à l'écran une musique dont plus de 4 siècles nous séparent. Questi orrori, da questi amati orrori, ma il mio grano mi trage e mi conduce all'oriosa luce. Aujourd'hui, revoici Gino Quilico au théâtre de l'Archevêché. La tenue a un petit air de vacances, mais ne vous y trompez pas, toute l'équipe, la même que pour le film, a dû travailler ferme pour repasser du studio à la scène. Même si de l'aveu même de celui qui sera sans doute la révélation de ce festival, les chanteurs se retrouvent ici dans leur élément. Dans le film, j'étais dans les mains de Claude Goretta. Sur scène, je suis quand même chez moi et dans mon métier que je connais. Alors finalement, c'est plus... c'est moins le stress, il y a moins de stress sur moi. Il y a quand même un peu une appréhension, enfin, ce public d'Aix-en-Provence. Ah oui, bien sûr, c'est mon début à Aix-en-Provence et je veux trouver un public ici, j'espère bien. La combinaison gagnante du tiercé, c'était à Évry aujourd'hui, 12, 13, 7, dans l'ordre 22 437, dans un ordre différent, 3 514 francs pour 5 francs. Pour demain, les turfistes se retrouvent à Maison-Lafitte avec 20 partantes, parmi lesquelles M. Courtine a choisi le 20, le 16, qui sont jokers, le 4, le 14, le 7, le 13 et le 6. Le tirage du loto qui avait lieu tout à l'heure, 19, 22, 26, 36, 38, 40 et numéro complémentaire le 15. Enfin, les prévisions de la météo pour demain, du soleil sur la moitié sud, sur la moitié nord, des nuages et des éclaircies mélangées. Le ciel se dégagera dans la journée, sauf sur la Bretagne et les côtes de la Manche où il pleuvra un peu l'après-midi. Les températures par conséquent seront en baisse dans le nord, pas plus de 18 à 25 degrés. En revanche, dans le midi, on pourra aller encore une fois jusqu'à 32 ou 33.
Demain soir, nous avons rendez-vous à 22 h. Dans un instant, notre soirée se poursuit avec Dynastie, comme chaque samedi. Et avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée sur la 3 et à demain. État d'urgence rétabli en Afrique du Sud sur une grande partie du territoire. Les émeutes noires s'aggravent. Les discussions se poursuivent à Bâle entre experts européens des monnaies. Peut-être un réajustement décidé demain. Demain, le Tour de France arrive à Paris. En principe, Hinault doit le remporter.